Cette histoire se déroule quelque part au centre du Kenya, en Afrique de l'Est. Des millions d'animaux peuplent la savane. Quelle que soit leur forme ou leur genre, une quête commune dicte chacune de leurs actions. Capter, transformer, recycler l'énergie que la nature met à leur disposition. Ils doivent trouver la force de séduire, de se reproduire, d'enfanter, d'allaiter leur bébé. Quand vient la saison des parades et des naissances, ou le temps de bâtir une famille, leurs besoins en énergie sont décuplés. Voici 3 semaines, un éléphant est mort. De lui, il ne reste déjà plus qu'un peu de cuir à tatiner et quelques os séchés. Des carnivores venus de toute la savane avoisinante ont dévoré sa chair, qui est devenue leur chair. Son corps est un point de ralliement pour les créatures de la rivière voisine et pour les carnassiers et charognards qui peuplent les cieux. L'éléphant a offert 3 millions de calories à des dizaines de mammifères et de reptiles, des centaines d'oiseaux, des millions d'insectes. Ses fluides vitaux ont enrichi la terre. Son corps est devenu pour d'autres animaux un écosystème à part entière. Il a changé leur vie. Ce film remontera le temps. Le corps et la personnalité de cet éléphant se recomposeront sous nos yeux. Nous le verrons même renaître. Le héros de ce récit vivait au sein d'un groupe familial d'une trentaine d'individus que dirige et domine de sa haute taille la matriarche, c'est-à-dire la femelle la plus âgée. Ses frères et sœurs, cousins et cousines, oncles et tantes sont toujours là, près de lui. Sans doute faisait-il encore partie de ces post-adolescents dont les ardeurs dérangent l'harmonie du groupe et que la matriarche devra contraindre à l'exil. C'est cet exil qui marque le passage à l'âge adulte des jeunes mâles célibataires. Ils doivent vivre solitaires ou en bande, en marge du troupeau. Voici 3 semaines donc, un jeune mâle est parti pour toujours, et chacun s'en souvient. Chez les éléphants, la mort d'un individu traumatise tout le groupe. Autour de lui, les survivants accomplissent des rites immuables. L'intérêt que les éléphants portent aux ossements et à l'ivoire, et de nombreuses expériences réalisées sur le terrain, ne permettent plus de douter qu'ils reconnaissent en une dépouille ou un squelette ce qui reste d'un des leurs.
Un scarabée aux pattes rouges, le Necrobia, fréquente la carcasse après que le soleil l'a cuite et recuite. Il se nourrit des dernières matières mortes, peau et ossements. On le nommait jadis Mémarium, car il rongeait les momies dans les sarcophages égyptiens. Présentes au premier instant, deux espèces de mouches n'ont jamais abandonné la carcasse. La mouche bleue, reconnaissable à ses grands yeux rouges, peut détecter à 15 km de distance la présence d'un animal mort ou pondre ses œufs. Elle est toujours la première arrivée sur le moindre morceau de chair. La Lucilia, mouche verte, survient presque en même temps qu'elle. En moins de 10 heures, l'œuf se transforme en larve. Celle-ci se nourrit pendant 3 à 10 jours des sucs de décomposition de l'éléphant, puis elle cherche un endroit où s'enterrer. Il faut faire vite. Des scarabées affamés guettent les retardataires. Les autres larves arrivent au sol meuble où elles peuvent s'enfouir. Les larves de mouches bleues se distinguent par les aspérités de leur peau. Mais pour elles, plus malhabiles, l'urgence de s'enterrer est tout aussi grande. Dans les profondeurs du sol, va s'accomplir à présent l'un des plus extraordinaires sortilèges du monde vivant. L'enveloppe externe des larves se rigidifie et se transforme en un cocon appelé pupe, dont la couleur s'assombrit avec le temps. Dans ce cocon, la larve se métamorphose en mouche au terme d'une série de transformations étalées sur une dizaine de jours. Pour s'extirper de sa prison, la jeune mouche doit rompre l'extrémité de la pupe et jouer de tous ses muscles. L'insecte entame à peine une nouvelle vie. Pour lui, l'effort à produire est prodigieux. Comme s'il pressentait l'imminence d'un festin, des guetteurs se rassemblent autour de la dépouille de l'éléphant. À ce stade, les jeunes mouches ne peuvent encore déployer leurs ailes. Elles n'y réussiront qu'une fois parvenues à l'air libre. En attendant, elles apprennent à mouvoir leurs membres, à plier leurs articulations jusqu'alors immobilisées. Arrive enfin le moment de venir au monde et d'en disparaître aussitôt quand frappe un éclair bleu nommé Chukador superbe. Une autre mouche tente sa chance. Une seule stratégie peut la soustraire à l'appétit des oiseaux, s'abriter dans l'entremêlement des brindilles, le temps que le soleil rigidifie ses ailes. Tout autour de la carcasse, les convives s'empressent. Le Lamprotornis a rejoint le Chukador. Le Calao à bec rouge se joint à la fête. Le Francoulin à cou jaune et la Bergeronnette pie viennent réclamer leur dû. La carcasse de l'éléphant n'a pas seulement attiré carnassiers et charognards venus s'en nourrir. Elle a aussi permis la naissance d'une chaîne alimentaire secondaire au bénéfice des oiseaux et des animaux insectivores. Le temps a fait son œuvre. Il a disséminé ce qui formait un tout majestueux. Les charognards ont désassemblé le cuir, les ongles, les os. On pourrait croire que plus rien sur la carcasse ne demeure comestible. Pourtant, à la faveur de la nuit, le porc-épic africain vient s'y ravitailler. Rongeur végétarien, il dédaigne les chairs.
Ce qui l'intéresse, ce sont les os. Il les ronge pour faire le plein de calcium et contribue à leur dispersion en les rapportant à son terrier. Depuis plusieurs jours, une mangouste a assouvi sa voracité sur la carcasse. Elle introduit encore son corps fuselé au cœur des entrailles, mais il n'en reste rien. Il faut trouver ailleurs un repas plus consistant. Non loin de là, gît le corps d'un autre éléphant, usé par la vieillesse. Il avait 70 ans. Sa posture montre qu'il s'est simplement affaissé pour attendre la mort. Cette nouvelle carcasse joue le rôle d'un aimant. Une hyène fatiguée s'en approche. Une odeur la perturbe. Querelleur, le chacal peut s'attaquer à des animaux plus forts que lui. Monogame, c'est avec sa compagne affamée qu'il s'attaque à la carcasse. Repus, les deux animaux s'empressent. Au terrier, on crie famine. Des préadolescents vigoureux viennent au-devant de leur repas. La mère arrive en premier. La livraison se fait par régurgitation. La chair de l'éléphant, à peine ingérée, est restituée grâce à des spasmes de l'estomac. Il y en a assez pour nourrir toute la famille. Non loin de là, un bébé s'agite à l'entrée d'un terrier. Allaiter une portée requiert une dépense en énergie que sa mère ne peut plus assumer. Désemparée, elle doit à tout prix trouver une proie, ou mieux encore, pour économiser ses efforts, une charogne. Les recherches de la hyène demeurent improductives jusqu'à la nuit. Elle localise alors la carcasse du vieil éléphant, autour de laquelle d'autres hyènes sont déjà attroupées. Les charognards devraient se repaître et jubiler, au lieu de quoi ils s'inquiètent, s'invectivent et s'énervent, paralysés par la peur d'un danger. Il en faut beaucoup pour couper l'appétit d'une hyène. Par exemple, l'approche d'un troupeau d'éléphants.
Au petit matin, le rituel funéraire prend l'allure d'une procession. Les rites peuvent se répéter d'année en année, signe d'une fidélité et d'une mémoire dont on pourrait croire que l'homme est seul capable. Le même groupe a perdu 2 de ses membres, un jeune et un vieillard. Leur souvenir ne s'effacera pas. Sur le corps du plus jeune éléphant s'attarde pendant la nuit une civette africaine solitaire et omnivore. Ses muscles maxillaires puissants l'aident à attaquer le cuir durci. Puis vient un léopard que l'odeur de la civette indispose. Il marque l'éléphant de la sienne pour se l'approprier. Lui succède une hyène rayée, plus petite que la hyène tachetée mais capable comme elle de broyer les os. Enfin un égaré passe par là, un hippopotame qui se prépare à rejoindre la rivière après avoir brouté toute la nuit. Le défilé des mangeurs ne cesse pas quand vient le jour. Le bec d'un aigle ravisseur tranche des tendons qui résistent à la mâchoire des mammifères. Un phacochère se souvient qu'il est omnivore et qu'un peu de viande faisandée convient à son régime. Le jour nouveau trouve la hyène affamée, dépitée d'avoir voulu s'attaquer à la carcasse du vieil éléphant, la nuit où ses frères lui rendaient hommage, et alors même qu'elle aurait pu accéder à celle du jeune. Ses enfants attendent la tétée. Il faut se résoudre à chasser. Par chance, un troupeau de gnous s'étire devant elle. Première étape, désorganiser, disloquer le troupeau. Deuxième étape, isoler un individu jeune ou faible et ne plus le lâcher. Troisième étape, bifurquer, prendre la proie par surprise. Dernière étape, garder le rythme, courir vite ou échouer lamentablement, le ventre plus vite que jamais. La hyène n'a plus qu'à battre en retraite, épuisée et défaite. Les phacochères que les dernières chairs de l'éléphant mort ont rassasiées peuvent s'offrir le luxe de la ridiculiser. Des chacals s'attaquent à des gazelles de Thomson. Une proie volée au chacal permettra peut-être à la hyène d'apaiser sa faim. Mais les prédateurs spoliés adoptent une stratégie de harcèlement qui l'empêche de consommer son repas en paix.
morceau après morceau, les chacals récupèrent l'essentiel du butin. La nuit suivante console enfin la hyène. Aucun veilleur en deuil, aucun consommateur prioritaire n'interdit l'accès à la carcasse du jeune éléphant. Tirant de toute la force de ses épaules et de ses membres antérieurs, elle parvient à dégager sous le cuir de grands lambeaux de chair. C'est le ventre alourdi que la hyène traverse cette fois la savane, à la rencontre de ses petits qui l'attendent depuis 2 jours. La quantité d'énergie prélevée sur une carcasse telle que celle d'un éléphant permet à la hyène d'accumuler dans ses mamelles jusqu'à 4 kilos d'un lait plus protéiné que celui de tout autre carnivore terrestre. Dans la savane, aucune molécule ne se perd. La chair de l'éléphant donne aux petits de la hyène la force de grandir. Deux semaines après la mort de l'éléphant, sa dépouille est encore riche en fluide. Pour le papillon carax, qui peut pomper ses sucs, c'est un festin. Sang, lymphe, liquide de décomposition, acides gras volatiles attirent de nombreuses espèces d'insectes. De couleur brune et recouvert de terre, un as du camouflage a trouvé le moyen de ne pas attirer l'attention des oiseaux. Le sépidium, un coléoptère, n'est pas carnivore. Et s'il se déplace entre les larves qui grouillent, c'est pour se nourrir de leurs excréments. Une fois de plus, l'éléphant mort a favorisé la constitution d'une chaîne alimentaire secondaire. La biomasse que forment les œufs, vers et larves présents sur la carcasse est prodigieuse. Plus de 250 litres de sang ont été répandus, qui leur ont offert un liquide nutritif très riche. Les larves s'écoulent en particulier par la tête, dont une partie a mystérieusement disparu, comme si quelques prédateurs monstrueux avaient sectionné le front de l'animal. À proximité de l'éléphant s'étire une rivière. C'est le royaume de 2 espèces qui coexistent sans familiarité. D'un côté le crocodile du Nil, de l'autre l'hippopotame. Les hippopotames ont brouté toute la nuit, engouffrant chacun plus de 100 kilos d'herbe.
Leur peau est si sensible à la déshydratation qu'ils passeront dans l'eau le reste de la journée. Sait-on jamais comment meurt un hippopotame? Le corps de celui-ci ne présente pas les blessures qui dénonceraient un congénère. La vieillesse a fait son œuvre, ou la maladie. Pour les crocodiles, ce devrait être une aubaine. Mais comment entamer ce cuir tendu sur un tonneau de graisse? Normalement, le crocodile secoue sa proie dans sa gueule pour la démembrer. Il n'y parviendra pas avec cette masse de 3 tonnes. Bientôt, les téguments amollis par le temps rendront le garde-manger accessible. Mais la faim du crocodile, elle, n'attend pas. Dès le soir venu, il mangera. Contrairement à celle de l'hippopotame, la carcasse de l'éléphant est éventrée, ce qui permet au crocodile de détacher les chairs et les viscères en les secouant. Peu à peu, les éléphants du groupe voient se dégrader le corps de leur jeune frère. Les crocodiles font partie de ceux qui élargissent les plaies au ventre de l'éléphant, à la jonction de ses membres, autour des ouvertures naturelles, bouche, anus ou oreilles. Ils ouvrent ainsi la voie à d'autres espèces nécrophages, incapables, elles, de se frayer un chemin jusqu'aux entrailles. De ses cousins jurassiques, le crocodile du Nil a gardé une peau cornée posée sur des plaques osseuses, une puissance redoutable et un encéphale réduit à sa plus simple expression. Et ce cerveau n'impose à l'animal que 2 priorités: se réchauffer le sang au soleil et faire le plein de calories. L'hippopotame échoué sur les rocs est enfin consommable. Les premiers hôtes de toute carcasse, les bactéries, ont rempli leur office: rompre les molécules organiques, briser la structure des cellules, libérer les fluides, provoquer une fermentation. Gavés, les membres du groupe, tous de jeunes adultes, digèrent leur repas sur les berges brûlantes. Quand la chaleur devient trop forte, les crocodiles gardent la gueule ouverte. L'évaporation rafraîchit alors les muqueuses et régule leur température corporelle.
L'appétit du plus grand reptile du monde et sa capacité de stockage de la nourriture sont presque sans limite. Le crocodile a pris goût à la chair d'éléphant, mais il n'est pas le seul. Scène exceptionnelle. Chacun de son côté observe son concurrent et, en fin de compte, accepte sa présence. La nuit dernière, un lion associé à un crocodile a élargi les ouvertures de la carcasse et dégagé le cuir. Il l'a ainsi rendu accessible à ceux de son espèce qui n'ont pas la même puissance que lui. En particulier, il aura rendu service à une lionne. Il arrive en effet que les proies viennent à manquer. Pour une mère de famille qui doit nourrir plusieurs gueules affamées, l'opportunisme commande de ne pas laisser aux hyènes les cadavres découverts par hasard. La mère revient seule, en premier, le lendemain matin. Elle se méfie. On a déjà vu l'ennemi héréditaire, la hyène, se dissimuler au cœur des entrailles et en jaillir prête à tuer. Après s'être tournée dans toutes les directions d'où peut venir le danger, la lionne attaque les parties les plus tendres, de l'entrejambe et de l'arrière-train. Il est temps à présent de rameuter ses enfants. Ils joueront avec la pointe de la trompe ou avec le cartilage d'une oreille. Ils mâchouilleront une phalange. Ils lécheront un peu de sang séché. Qui sait si cela ne contribuera pas à leur sevrage? Pour les adultes, malgré l'omniprésence des mouches, le repas est une fête. Pour les plus jeunes, il marque le temps où l'on peut jouer sans se faire rabrouer. Les lionceaux portent à leur bouche, machinalement, des morceaux de viande. Un jour, leurs jeux les rendront carnassiers. C'est ainsi que passe de croc en croc, comme une balle de caoutchouc, un morceau de la trompe, organe si complexe qui permet à l'éléphant de manipuler branches et herbes, de sentir et de toucher, et d'appartenir au monde.
Les asticots, vers et larves pullulent sur la carcasse de l'éléphant. Entre le 5e et le 8e jour après la mort, ils sont des millions. Ils ont envahi la dépouille dès qu'un animal assez fort pour cela en a percé le cuir. Ils se la sont appropriée. Ils y trouvent un milieu humide, riche en nutriments et réchauffé par la fermentation bactérienne. Un écosystème idéal. Quand la jambe de l'éléphant s'affaisse au 5e jour, on pourrait croire qu'un peu de vie s'en échappe. Ce ne sont en réalité que des gaz de fermentation soudainement libérés. Un lion vient d'ouvrir la carcasse en y mettant une puissance musculaire extraordinaire. « 100 000 muscles, une mécanique de précision richement innervée. Mais de la trompe, il ne reste à présent qu'un manchon inerte colonisé par les mouches. » Le bataillon des mouches se range en ordre serré sur les branches qui surplombent la carcasse. Les insectes fondent par vagues sur les chairs encore fraîches et moites pour en absorber les sucs et y pondre leurs œufs. Parfois, les mouches bleues s'attaquent aux larves des lucilias et inversement. Le sang fermente au soleil. Une sorte d'ivresse s'empare de tout ce qui rampe, grouille ou vole au-dessus de la carcasse. La mouche emmagasine l'excès de nourriture dans la partie antérieure de l'abdomen. Puis une régurgitation se produit parfois. C'est un phénomène encore mal connu. Peut-être la mouche renvoie-t-elle l'aliment vers l'estomac, à moins qu'elle n'éructe ou cherche à liquéfier une nourriture trop gluante. Pour le groupe d'éléphants, le deuil ne fait que commencer. Depuis 3 jours, les animaux sont sous le choc. Ils ne se sont pas un seul instant éloignés de la carcasse encore intacte, à l'exception de ce front monstrueusement fendu et de cette trompe amputée. Leur nervosité, fait rarissime, dissuade même les vautours de se rassembler autour du cadavre, qu'ils ont pourtant détecté d'une distance de plusieurs kilomètres. Des brindilles, des rameaux alourdissent le vol de certains vautours. Pour ce couple, c'est le temps d'aimer, le temps d'achever la maison où naîtra, issu d'un seul œuf, un fils ou une fille unique. Un jour, ce rejeton apprendra à nettoyer, comme le font ses parents, la savane de toutes ses charognes.
Pour bâtir et pondre, il faut de l'énergie. À défaut de la carcasse de l'éléphant, c'est celle d'une girafe qui fournira aux vautours les calories dont ils ont besoin. Les vautours communs se disputent chaque bout de gras, de peau ou de tendon. Le vautour oricou, aéronef assez mal profilé, arrive souvent après eux. Dès qu'apparaît sa tête rose et chauve, les vautours communs disent adieu à la tranquillité. Le vautour oricou impose sa domination. La meute s'apaise à la fin du repas. Les mangeurs sont repus et parfois hébétés. L'instinct des vautours leur dit qu'ils doivent profiter de leur repas avant que d'autres qui ne peuvent voler arrivent sur les lieux. C'est pourquoi chacun d'eux est capable d'absorber 1,5 kg de nourriture avant que ne survienne la première hyène. Le lion, la hyène et les vautours. L'ordre des préséances n'est pas difficile à établir. Nous sommes au premier jour, celui où tout s'achève et commence à la fois. Ces hommes, des rangers des parcs nationaux kényans, ont trouvé le jeune éléphant mort en pleine savane. Ils ne veulent pas que son ivoire alimente des trafics qui coûtent la vie à des milliers de ses congénères chaque année. Les mêmes rangers ont observé ce jeune éléphant 1 an auparavant, alors que la balle d'un braconnier lui avait transpercé une jambe demeurée depuis plus grosse que les autres. Ils l'ont à l'époque endormi, guéri et rendu à la nature. Une septicémie à retardement a fini par emporter, voici quelques instants, le jeune éléphant courageux, taillé pour vivre et pour contempler les cieux.
C'était l'histoire d'un jeune éléphant qui rendit à la nature l'énergie accumulée tout au long de sa vie et permit à des centaines d'espèces de prospérer. Dans la mémoire des siens, il vit encore et arpente la plaine parmi ses tantes, sa mère, ses frères et ses cousins turbulents. Tout au long du chemin, la matriarche veille sur les vivants et se rappelle les morts. Dans la nature sauvage, tout ce qui meurt revit. De l'arbre abattu à l'éléphant tué, du brin d'herbe arraché à l'oiseau qui tombe. Et rien, jamais, n'interrompt ce cycle.